Chapitre 23, où il sera fait le récit d'incidents divers qui ne se rencontrent que sur les railroads de l'Union. 1382 miles avaient été faits depuis San Francisco en 3 jours et 3 nuits. 4 nuits et 4 jours, selon toute prévision, devaient suffire pour atteindre New York. Phileas Fogg se maintenait donc dans les délais réglementaires. Monsieur Fogg et ses partenaires poursuivaient inlassablement leur jeu. Aucun d'eux ne se plaignait de la longueur de la route, quand soudain des cris sauvages retentirent. Des cris de frayeur se faisaient entendre à l'intérieur du convoi. Monsieur Fogg, revolver au poing, sortit aussitôt du wagon et se précipita vers l'avant, où retentissaient plus bruyamment les détonations et les cris. Il avait compris que le train était attaqué par une bande de Sioux. Ces hardis Indiens n'en étaient pas à leur coup d'essai, et plus d'une fois déjà, ils avaient arrêté les convois. Suivant leur habitude, sans attendre l'arrêt du train, s'élançant sur les marchepieds au nombre d'une centaine, ils avaient escaladé les wagons, comme fait un clown d'un cheval au galop. Ces Sioux étaient munis de fusils. De là les détonations auxquelles les voyageurs, presque tous armés, ripostaient par des coups de revolver. Tout d'abord, les Indiens s'étaient précipités sur la machine. Le mécanicien et le chauffeur avaient été à demi assommés à coups de casse-tête. Un chef Sioux, voulant arrêter le train, mais ne sachant pas manœuvrer la manette du régulateur, avait largement ouvert l'introduction de la vapeur au lieu de la fermer. Et la locomotive, emportée, courait avec une vitesse incroyable. En même temps, les Sioux avaient envahi les wagons. Ils couraient comme des singes en fureur sur les impériales, ils enfonçaient les portières et luttaient corps à corps avec les voyageurs. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Cependant, les voyageurs se défendaient avec courage. Dès le début de l'attaque, Mrs. Aouda s'était courageusement comportée. Le revolver à la main, elle se défendait héroïquement, tirant à travers les vitres brisées lorsque quelques sauvages se présentaient à elle. Une vingtaine de Sioux, frappés à mort, étaient tombés sur la voie, et les roues des wagons écrasaient comme des vers ceux d'entre eux qui glissaient sur les rails du haut des passerelles. Plusieurs voyageurs, grièvement atteints par les balles ou les casse-têtes, gisaient sur les banquettes. Cependant, il fallait en finir. Cette lutte durait déjà depuis 10 minutes, et ne pouvait que se terminer, à l'avantage des Sioux, si le train ne s'arrêtait pas. En effet, la station de Fort Kinney n'était pas à 2 miles de distance. Là se trouvait un poste américain. Mais ce poste passé, entre le Fort Kearney et la station suivante, les Sioux seraient les maîtres du train. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria: « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant 5 minutes. » « Il s'arrêtera, dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur, lui cria Passepartout. Cela me regarde. » Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Là, suspendu d'une main entre le wagon des bagages et le tendeur, de l'autre il décrocha les chaînes de sûreté, et le train, détaché, resta peu à peu en arrière, tandis que la locomotive s'enfuyait avec une nouvelle vitesse. Emporté par la force acquise, le train roula encore pendant quelques minutes, et le convoi s'arrêta enfin, à moins de 100 pas de la station de Kearney. Là, les soldats du fort, attirés par les coups de feu, accoururent en hâte. Les Sioux ne les avaient pas attendus, et, avant l'arrêt complet du train, toute la bande avait décampé. Chapitre 24, dans lequel l'inspecteur Fix prend très sérieusement les intérêts de Phileas Fogg. Les blessés étaient assez nombreux, mais on reconnut qu'aucun d'eux n'était atteint mortellement. Mrs. Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Cependant, tous les voyageurs avaient quitté le train. Les roues des wagons étaient tachées de sang. On voyait à perte de vue sur la plaine blanche de longues traînées rouges. Les derniers Indiens disparaissaient alors dans le sud. Monsieur Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. Mrs. Aouda, près de lui, le regardait. Quand passera l'autre train venant de San Francisco ? Demain soir.
Demain soir, mais il sera trop tard, répondit la jeune femme. Quelques heures s'écoulèrent. Le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix était assis sur un banc de la gare. Mrs. Aouda venait à chaque instant à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la tempête de neige, écoutant si quelque bruit se ferait entendre. Mais rien. Elle repartait alors, toute transie, pour revenir quelques moments plus tard, et toujours inutilement. Le soir se fit. Phileas Fogg se trouvait en retard de 20 heures. En ce moment, l'inspecteur s'approcha de M. Fogg et, le regardant bien en face, « Très sérieusement, monsieur, lui demanda-t-il, vous êtes pressé? Vous avez bien intérêt à être à New York le 11, avant 9 heures du soir, heure du départ du paquebot de Liverpool. Un intérêt majeur. Et si votre voyage n'eût pas été interrompu par cette attaque d'Indiens, vous seriez arrivé à New York dès le matin? Oui, avec 12 heures d'avance sur le paquebot. Bien. Vous avez donc 20 heures de retard. Entre 20 et 12, l'écart est de 8. C'est 8 heures à regagner. Voulez-vous tenter de le faire? À pied? Demanda M. Fogg. Non, en traîneau, répondit Fix. En traîneau à voile. Un homme m'a proposé ce moyen de transport. Là, M. Fogg examina un assez singulier véhicule, sorte de châssis établi sur 2 longues poutres, un peu relevées à l'avant comme les semelles d'un traîneau, et sur lequel 5 ou 6 personnes pouvaient prendre place. Au tiers du châssis, sur l'avant, se dressait un mât très élevé. À l'arrière, une sorte de gouvernail godille permettait de diriger l'appareil. Pendant l'hiver, sur la plaine glacée, lorsque les trains sont arrêtés par les neiges, ces véhicules font des traversées extrêmement rapides d'une station à l'autre. Ils glissent à la surface des prairies avec une rapidité égale, sinon supérieure, à celle des express. En quelques instants, un marché fut conclu entre M. Fogg et Mudge, le patron de cette embarcation de terre. Ils partiraient dès le lendemain matin. Le vent était bon, la neige était durcie, et Mudge se faisait fort de conduire M. Fogg en quelques heures à la station d'Omaha. Là, les trains sont fréquents et les voies nombreuses, qui conduisent à Chicago et à New York. Il n'était pas impossible que le train fût regagné. À 8 heures, le traîneau était prêt à partir. Les 2 immenses voiles étaient hissées, et sous l'impulsion du vent, le véhicule filait sur la neige durcie avec une rapidité de 40 miles à l'heure. Quelle traversée! Les voyageurs, pressés les uns contre les autres, ne pouvaient se parler. Le froid, accru par la vitesse, leur eût coupé la parole. Le traîneau glissait aussi légèrement à la surface de la plaine qu'une embarcation à la surface des eaux. Quand la brise arrivait en rasant la terre, il semblait que le traîneau fût enlevé du sol par ses voiles, vastes ailes d'une immense envergure. À midi, Mudge reconnut à quelques indices qu'il passait le cours glacé de la Platte River. Il ne dit rien, mais il était déjà sûr que, 20 miles plus loin, il aurait atteint la station d'Omaha. Et en effet, il n'était pas 1 heure que le traîneau s'arrêta, et Mudge, montrant un amas de toits blancs de neige, disait « Nous sommes arrivés !» Passepartout et Fix avaient sauté à terre et secoué leurs membres engourdis. Ils aidèrent M. Fogg et la jeune femme à descendre du traîneau, et tous se précipitèrent vers la gare d'Omaha. Un train direct était prêt à partir. Phileas Fogg et ses compagnons n'eurent que le temps de se précipiter dans un wagon. Le lendemain, 10, à 4 heures du soir, le train arrivait à Chicago. 900 miles séparent Chicago de New York. Les trains ne manquaient pas. M. Fogg passa immédiatement de l'un dans l'autre. La fringante locomotive partit à toute vitesse, comme si elle eût compris que l'honorable gentleman n'avait pas de temps à perdre. Elle traversa comme un éclair l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie et le New Jersey. Enfin, l'Hudson apparut, et, le 11 décembre, à 11h15 du soir, le train s'arrêtait dans la gare de New York, devant le quai même des steamers de la Ligue Cunard. Le China, à destination de Liverpool, était parti depuis 45 minutes. Chapitre 25, dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. Mauvaise chance. En partant, le China semblait avoir remporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet, aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe ne pouvait servir les projets du gentleman. Dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où 100 navires ne fassent route pour tous les points du monde. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile, et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg.
Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative, quand il aperçut un navire de commerce à hélice, de forme fine, dont la cheminée, laissant échapper de gros flocons de fumée, indiquait qu'il se préparait à appareiller. C'était un steamer à coque de fer, dont tous les hauts étaient en bois. Phileas Fogg monta sur le pont de l'Henrietta et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. « Le capitaine ?» demanda M. Fogg. « C'est moi. Vous allez partir ?»« Dans 1 heure. Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et 3 personnes ?»« À Liverpool? Pourquoi pas en Chine ?»« Je dis Liverpool. »« Non. »« Non. »« Non, je suis en partance pour Bordeaux, et je vais à Bordeaux. »« N'importe quel prix ?»« Non. Quand même, vous me payeriez 200 $. Je vous en offre 2000, 10 000 francs. Par personne? Par personne. Et vous êtes 4? 4. Le capitaine commença à se gratter le front comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. 8 000 $ à gagner, cela valait bien la peine qu'il mît de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passager. Des passagers à 2 000 $, d'ailleurs, ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. Je pars à 9 heures, dit-il simplement. Et si vous et les vôtres, vous êtes là? À 9 heures, nous serons à bord, répondit non moins simplement M. Fogg. Chapitre 26, où le sac aux banknotes s'allège encore de quelques milliers de livres. 1 heure après, le steamer Henrietta courait rapidement vers l'est. Pendant les premiers jours, la navigation se fit dans d'excellentes conditions. La mer n'était pas trop dure, le vent paraissait fixé au nord-est, les voiles furent établies et, sous ses goélettes, l'Henrietta marcha comme un vrai transatlantique. Le 16 décembre, c'était le 75e jour écoulé depuis le départ de Londres. La moitié de la traversée du Pacifique était à peu près faite, et les plus mauvais parages avaient été franchis. Or, ce jour-là, le capitaine étant monté sur le pont, rencontra M. Fogg et s'entretint assez vivement avec lui. Sans savoir pourquoi, par pressentiment sans doute, Passepartout éprouva comme une vague inquiétude. Il eût donné une de ses oreilles pour entendre de l'autre ce qui se disait là. Cependant, il put saisir quelques mots, ceux-ci, entre autres, prononcés par son maître. « Vous êtes certain de ce que vous avancez ?»« Certain, monsieur, répondit le capitaine. N'oubliez pas que depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés, et si nous avions assez de charbon pour aller à petite vapeur de New York à Bordeaux, nous n'en avons pas assez pour aller à toute vapeur de New York à Liverpool. J'aviserai, répondit M. Fogg. Passepartout avait compris. Il fut pris d'une inquiétude mortelle. Le charbon allait manquer. Ah, si mon maître part celle-là, se dit-il, décidément, ce sera un fameux homme. Et maintenant, quel parti allait prendre Phileas Fogg? Cela était difficile à imaginer. Cependant, il paraît que le flegmatique gentleman en prit un, car le soir même, il fit venir le capitaine et lui dit « Poussez les feux et faites route jusqu'à complet épuisement du combustible. » Quelques instants après, la cheminée de l'Henrietta vomissait des torrents de fumée. Le navire continua donc de marcher à toute vapeur. Mais ainsi qu'il l'avait annoncé, 2 jours plus tard, le 18, le capitaine fit savoir que le charbon manquerait dans la journée. « Que l'on ne laisse pas baisser les feux, répondit M. Fogg. Au contraire, que l'on charge les soupapes. Ce jour-là, vers midi, après avoir pris de la hauteur et calculé la position du navire, Phileas Fogg vit venir le capitaine. « Monsieur, lui dit-il, je vous ai fait venir pour vous prier de me vendre votre navire. »« Non, de par tous les diables, non. »« C'est que je vais être obligé de le brûler. »« Brûler mon navire ?»« Oui, du moins dans ses eaux, car nous manquons de combustible. »« Brûler mon navire ?» s'écria encore le capitaine, qui ne pouvait même plus prononcer les syllabes. « Un navire qui vaut 50 000 $. 250 000 francs. En voici 60 000, 300 000 francs, répondit Phileas Fogg, en offrant au capitaine une liasse de banknotes. Cela fit un effet prodigieux sur le capitaine de l'Henrietta. Son navire avait 20 ans. Cela était une affaire en or. « Et la coque en fer me restera, dit-il d'un ton singulièrement radouci. La coque en fer et la machine, monsieur. Est-ce conclu? Conclu. Et le capitaine, saisissant la liasse de banknotes, les compta et les fit disparaître dans sa poche.
Pendant cette scène, Passepartout était blanc. Quant à Fix, il faillit avoir un coup de sang. Près de 20 000 livres dépensés, et encore ce Fogg qui abandonnait à son vendeur la coque et la machine, c'est-à-dire presque la valeur totale du navire. Il est vrai que la somme volée à la banque s'élevait à 55 000 livres. Maintenant, ce navire m'appartient, dit Fogg. Bien, faites démolir les aménagements intérieurs et chauffez avec ces débris. On juge ce qu'il fallut consommer de ce bois sec pour maintenir la vapeur en suffisante pression. Ce jour-là, les cabines, les logements, le faux pont, tout y passa. Le lendemain, 19 décembre, on brûla la mâture, on abattit les mâts, on les débita à coups de hache. L'équipage y mettait un zèle incroyable. Passepartout, taillant, coupant, sciant, faisait l'ouvrage de 10 hommes. C'était une fureur de démolition. Le lendemain, 20, la plus grande partie du pont fut dévorée. L'Orienta n'était plus qu'un bâtiment rasé comme un ponton. Quelques heures plus tard, le navire entrait à haute mer dans le port de Liverpool, et Phileas Fogg, après avoir reçu une vigoureuse poignée de main du capitaine, le laissait sur la carcasse rasée de son navire, qui valait encore la moitié de ce qu'il l'avait vendu. À midi moins 20, le 21 décembre, Phileas Fogg débarquait enfin sur le quai de Liverpool. Il n'était plus qu'à 6 heures de Londres. Mais à ce moment, Fix s'approcha, lui mit la main sur l'épaule et, exhibant son mandat, « Vous êtes bien le sieur Phileas Fogg, dit-il. « Oui, monsieur. Au nom de la reine, je vous arrête. » Chapitre 27, où Phileas Fogg se montre à la hauteur des circonstances. Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé dans le poste de Custom House, la douane de Liverpool, et il devait y passer la nuit en attendant son transfèrement à Londres. Au moment de l'arrestation, Passepartout avait voulu se précipiter sur le détective. Des policemen le retinrent. Mrs. Aouda, épouvantée par la brutalité du fait, ne sachant rien, n'y pouvait rien comprendre. Passepartout lui expliqua la situation. Monsieur Fogg, cet honnête et courageux gentleman auquel elle devait la vie, était arrêté comme voleur. Mais alors une pensée vint à Passepartout, cette pensée terrible qu'il était décidément la cause de tout ce malheur. En effet, pourquoi avait-il caché cette aventure à monsieur Fogg? Quand Fix avait révélé sa qualité d'inspecteur de police, pourquoi avait-il pris sur lui de ne point avertir son maître? Celui-ci, prévenu, aurait sans doute donné à Fix des preuves de son innocence. En songeant à ses fautes, le pauvre garçon était pris d'irrésistibles remords. Il pleurait, il faisait peine à voir. Il voulait se briser la tête. Quant à monsieur Fogg, il était bien et dûment ruiné, et cela au moment où il allait atteindre son but. Cette arrestation le perdait sans retour. Arrivé à midi moins 20 à Liverpool, le 21 décembre, il avait jusqu'à 8h45 pour se présenter au Reform Club, soit 9h15, et il ne lui en fallait que 6 pour atteindre Londres. En ce moment, qui eût pénétré dans le poste de la douane eût trouvé monsieur Fogg, immobile, assis sur un banc de bois, sans colère, imperturbable. Conservait-il quelque espoir? Croyait-il encore au succès quand la porte de cette prison était fermée sur lui? En tout cas, la situation était terrible, et, pour qui ne pouvait lire dans cette conscience, elle se résumait ainsi. Honnête homme, Phileas Fogg était ruiné. Malhonnête homme, il était pris. Eut-il alors la pensée de se sauver? Pensa-t-il à fuir? On serait tenté de le croire, car à un certain moment il fit le tour de la chambre. Mais la porte était solidement fermée et la fenêtre garnie de barreaux de fer. Il vint donc se rasseoir et il tira de son portefeuille l'itinéraire du voyage. 2 heures sonnèrent à l'horloge de Custom House. En admettant qu'il montât en ce moment dans un express, il pouvait encore arriver à Londres et au Reform Club avant 8h45 du soir. Son front se plissa légèrement. À 2h33, un bruit retentit au dehors, un vacarme de portes qui s'ouvraient. On entendait la voix de Passepartout, on entendait la voix de Fix. Le regard de Phileas Fogg brilla un instant. La porte du poste s'ouvrit, et il vit Mrs. Aouda, Passepartout, Fix qui se précipitèrent sur lui. Fix était hors d'haleine, les cheveux en désordre. Il ne pouvait pas parler. « Monsieur, balbutia-t-il, monsieur, pardon, une ressemblance déplorable. Voleur arrêté depuis 3 jours. Vous, libre !»
Phileas Fogg était libre. Il alla au détective. Il le regarda bien en face et, faisant le seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait et qu'il dût jamais faire de sa vie, il ramena ses 2 bras en arrière, puis avec la précision d'un automate, il frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. « Bien tapé !» s'écria Passepartout. Fix, renversé, ne prononçant pas un mot. Il n'avait que ce qu'il méritait. Mais aussitôt, M. Fogg, Mrs. Aouda, Passepartout quittèrent la douane. Ils se jetèrent dans une voiture et en quelques minutes, ils arrivèrent à la gare de Liverpool. À 3 heures, Phileas Fogg filait dans la direction de Londres en compagnie de la jeune femme et de son fidèle serviteur. Il fallait franchir en 5h30 la distance qui sépare Liverpool de Londres. Mais il y eut des retards forcés, et quand le gentleman arriva à la gare, 9h moins 10 sonnaient à toutes les horloges de Londres. Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrivait avec un retard de 5 minutes. Il avait perdu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.